Bonjour, chers participants, bonjour, chers intervenants. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui virtuellement à Ostelea dans le cadre de ce webinaire qui fait partie un petit peu de la série des webinaires organisés ponctuellement pour traiter différentes thématiques touchant directement ou indirectement le secteur touristique. Alors, la thématique d'aujourd'hui traitera les différentes stratégies sur lesquelles pourraient reposer les hôteliers pour remonter la pente en période de crise. Cette thématique, pour moi, reste toujours d'actualité, vu ce qu'on endure encore, ou ce qu'endure encore le secteur touristique dans sa globalité à cause de la pandémie, et plus précisément le secteur hôtelier, qui représente quand même un maillon assez important de la chaîne de valeur touristique. Je ne vais pas m'arrêter beaucoup sur les chiffres en termes de pertes qu'a connu le secteur. Je vais plutôt rester à la fois optimiste et réaliste et traiter la question et essayer avec les intervenants de proposer ce qui pourrait être à la fois utile et réalisable pour dépasser, soi-disant, cette conjoncture. Alors, pour discuter de cette thématique, nous avons invité aujourd'hui 3 intervenants dont nous sommes très fiers de les compter parmi nos formateurs à Ostelea et qui ont toujours répondu présent pour mener des réflexions afin de tirer vers le haut ce secteur qui nous est très cher. Galanterie oblige, nous avons avec nous Madame Jabri Zineb, qui a connu un petit peu les rouages de l'hôtellerie en ayant exercé en tant que directrice Afrique en revenu management au groupe Accor, et actuellement consultante en revenu management et CIO d'Hôtel Rêve. Bonjour Zineb. Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être ici. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Pour moi, Ostelea, c'est une grande famille et c'est toujours un bonheur de venir vous voir et de voir les étudiants et de pouvoir leur parler d'hôtellerie, de tourisme, de voyage, de revenu management. Donc, d'autant plus là, en ce moment, après, on a un public de combien? Rappelez-moi, un peu plus d'une centaine, peut-être plus que ça. Normalement, d'inscrits qui vont nous rejoindre, effectivement. OK, super. Donc, nous avons avec nous aussi M. Barnossé Hassel, qui est un mordu du digital, un expert en marketing hôtelier et stratégie digitale et le cofondateur de la société UserGuest. Bonjour Hassel. Bonjour Oussama, bonjour à tous. Merci encore pour l'invitation et c'est également un plaisir d'être aujourd'hui parmi vous et de discuter de tous ces sujets qui nous passionnent avant tout. Et si on peut aider à donner des pistes de réflexion ou bien par quelconque moyen pousser les gens à mener des actions qui vont avoir des résultats, c'est tant mieux. En tout cas, on est là pour échanger. Je suis sûr qu'on le fera pleinement et loyalement. Et avec nous, M. Mohamed Daoudi, qui est aussi passé par le groupe Accor en tant que directeur de vente. Il a accumulé une expérience au Canada en tant que directeur de développement des affaires au AMC Canada. Et aujourd'hui, il est le directeur général de l'Hôtel Relax, faisant partie de la chaîne hôtelière marocaine Atlas Hospitalité. Bonjour Mohamed. Bonjour tout le monde. Pour moi, je pense que c'est la première fois que j'interviens avec vous. J'espère que ça ne va pas être la dernière fois. Sûrement en tout cas, c'est gentil. En tout cas, ça me fait énormément plaisir d'être parmi vous et j'espère qu'on échangera et que les participants pourront apprendre de nouvelles choses et apprendre un petit peu ce qu'endure le tourisme actuellement au Maroc. Alors, chers participants, nous allons commencer le webinaire et nous allons essayer de répondre à la question principale de ce webinaire. Et bien sûr, nous ouvrons une session questions-réponses à la fin. Vous avez sûrement un onglet chat quelque part où vous pourriez écrire vos questions et auxquelles on essaiera d'y répondre. Alors, sans trop tarder, moi, je poserai la première question et je commencerai par Hassel, car j'aimerais bien revenir un tout petit peu avant la crise pour savoir, vu que vous êtes un spécialiste, soi-disant, de tout ce qui est stratégie digitale et digital marketing, j'aimerais bien savoir, et parce que même dans l'entreprise, elle propose ce genre de solutions à ces entreprises, j'aimerais bien savoir si les professionnels de l'hôtellerie étaient engagés dans la transformation digitale avant la crise sanitaire. OK, savoir si c'était déjà engagé. Est-ce qu'on parle des professionnels au Maroc ou à l'étranger? Au Maroc, bien sûr. OK, super. Ma réponse est forcément nuancée.
j'ai envie de dire oui. Donc, effectivement, de manière générale, la plupart des hôtels avec qui on a pu traiter ont entamé cette transformation digitale au Maroc, mais la question est de savoir à quel point. C'est-à-dire, sont-ils allés suffisamment loin ou ont-ils mis en place suffisamment d'actions? Et ce que j'ai envie de dire, parce que là aujourd'hui, je pense qu'on va parler cash, on va pas cacher des choses et on va dire ce qu'on pense. Et l'objectif est bien entendu bienveillant et pour faire bouger les choses. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il vaut mieux pas. Donc, de manière générale, au Maroc, j'ai envie de dire que non, que la transformation, on n'est pas assez loin. D'expérience, nous, on traite énormément avec… on est présent sur 40 pays dans le monde, donc on traite beaucoup avec l'Europe, avec l'Asie du Sud-Est, avec aussi l'Amérique. Et bon, on traite aussi avec quelques hôtels au Maroc, mais on peut pas s'empêcher bien sûr d'essayer de comparer un peu, de voir où on en est. Bien sûr, on ne va pas généraliser parce qu'il y a quand même quelques structures qui sont, on va dire, les bons élèves. Mais de manière générale, j'ai envie de dire que non, on est un peu en retard. Et il y a énormément de choses à revoir dans le digital. Et si je peux juste donner quelques conseils, je veux dire les basiques du basique. Tous les hôtels devraient commencer par ça. C'est numéro 1, c'est travailler sur le site Internet. On a rencontré tellement de partenaires au Maroc qui avaient la volonté de faire plein de choses, mais qui avaient un site Internet qui n'est tout simplement pas, et qui ne fonctionne pas, qui n'est pas, comme on dit, bookable en anglais. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire sur le digital, mais tout d'abord, il faut commencer par le site. Et le site, je vais juste dropper quelques idées. L'aspect technique, déjà du site, il faut que le site, il faut qu'il load rapidement, il faut qu'il se charge rapidement, il faut qu'il n'y ait pas d'erreur sur les noms de domaine. J'entre un peu dans les détails, mais je vais aller rapidement juste pour au moins qu'il y ait des choses actionable, comme on dit, c'est-à-dire des choses qui peuvent être actionnables par les participants. Les noms de domaine, il ne doit pas y avoir de redirection ni d'erreur sur les noms de domaine. Les fichiers trop lourds, ils ne doivent pas être sur la page d'accueil. Le contenu de la page d'accueil est très important. La page d'accueil, il faut qu'il respecte. Il y a certains types de contenu à mettre directement. Il faut que les personnes arrivent sur le site et voient clairement les informations dont ils ont besoin. Le Booking Engine. Est-ce que vous constatez ce genre de choses? C'est-à-dire, est-ce que c'est un état des lieux? C'est-à-dire, Absolument. On a la réponse qu'en quoi réellement, il n'y a pas un engagement assez fort de la part des hôteliers marocains, mais en même temps, même pour les personnes qui ont eu l'intention de s'engager, ils sont un petit peu faibles dans ce sens, c'est ça? Déjà, une bonne chose, c'est de lancer la démarche, c'est de s'engager. Mais après, il y a du travail, quoi. Il faut le faire. Et la chose la plus saine, c'est de trouver des partenaires et des consultants qui puissent accompagner ces structures dans ce sens-là. Effectivement, des gens qui s'y connaissent un peu plus dans le digital. Donc, juste pour revenir à la question et finir là-dessus, oui, ils ont entamé la transformation digitale et c'est super. Et est-ce qu'on est allé suffisamment loin? Non, je ne pense pas du tout. En tout cas, nous savons pertinemment que le digital maintenant est devenu l'outil incontournable et indispensable pour les hôteliers afin de gagner un petit peu en visibilité, de traiter plus de la clientèle. Mais en parlant d'outils, je me retourne vers toi, Zineb, car je considère relativement que le revenu management est comme outil. J'aimerais bien que tu me répondes à 2 questions. J'ai 2 questions pour toi et non pas une, qui me reviennent à l'esprit quand on parle du revenu management. La première question, c'est que, à ton avis, est-ce que les hôteliers marocains connaissent assez le revenu management? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, as-tu une idée? C'est un petit peu presque la même question pour Assel. As-tu une idée sur le pourcentage des hôteliers marocains qui appliquent le RM? Ok, alors je vais essayer de te répondre sans trop rentrer dans une philosophie qui n'est pas très propre du terrain. J'ai envie de te dire que oui, ils connaissent le revenu management, mais ils connaissent leur revenu management. Ils connaissent une définition du revenu management qui est biaisée à mon sens.
dans le sens où on croit tous, même moi je l'ai cru au moment où j'ai commencé à faire du revenu management il y a 17 ans de là, je pensais que c'était augmenter des tarifs, fermer des cales tarifaires, attribuer tel contingent de chambres sur tel distributeur. Or, aujourd'hui, avec quelques années d'expérience, j'ai compris que le revenu management est une approche globale. Il s'agit de piloter le chiffre d'affaires de l'hôtel, pas seulement, mais aussi la profitabilité de l'hôtel, parce que la structure du chiffre d'affaires dépend beaucoup de la manière avec laquelle on a segmenté le chiffre d'affaires, dépend beaucoup des canaux sur lesquels on a vendu l'hôtel, mais pas que. Ça dépend aussi, et c'est là où il y a cette subtilité, parce que c'est un état d'esprit, le revenu management. C'est une culture qu'on met en place. Quand la femme de chambre va comprendre qu'elle a un impact, la manière avec laquelle elle va déposer votre livre sur votre table de chevet, la manière avec laquelle, désolée de rentrer dans le détail, mais ce sont des détails opérationnels qui vont nous permettre un peu d'illustrer ma vision du revenu management et qui, pour moi, est valable parce que je l'ai pratiqué. Okay. Le jour où la femme de chambre comprend la manière avec laquelle elle ferme la petite trousse de maquillage de madame, la manière avec laquelle elle la dépose, la façon avec laquelle on accueille notre client, la manière avec laquelle on présente la carte du restaurant, ce sont des actes opérationnels qui sont liés à l'expérience client, mais qui ont un impact direct sur le revenu de l'hôtel, sur le chiffre d'affaires de l'hôtel. Clairement, il y a une méthodologie à mettre en place, il y a un ensemble de techniques, d'outils technologiques, mais il y a aussi d'abord, avant tout, une culture et une compréhension du revenu management par l'ensemble des collaborateurs. Le jour où votre revenu manager se présente comme étant « oui, je suis revenu manager » et quand vous lui posez la question « quelle est votre journée type ?» il vous dit « je ferme des tarifs sur Booking et sur Expedia et j'augmente mes tarifs sur mon site web direct et j'envoie un forecast. » Ça, c'est dans le meilleur des cas. Vous êtes loin de faire du revenu management. Vous faites quelque chose qui s'en rapproche, clairement. On fait quelque chose qui se rapproche du revenu management, mais ce n'est pas ça. Et du coup, ça m'amène à ta deuxième question. Les hôteliers indépendants, pour ne pas parler des hôtels de chaîne parce qu'on est sur un paysage complètement différent, les hôteliers indépendants pensent qu'avoir un jeune diplômé derrière son ordinateur qui manipule des extranets, c'est un revenu manager pour ceux qui en ont un. Donc, la question, quand vous posez la réponse à la question, quand vous dites « est-ce que vous avez un revenu manager ?» ils disent « oui ». Mais voilà, d'après ce que je viens de dire, c'est clairement non. Et si on doit parler de pourcentage, malheureusement, la triste vérité, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis lancée dans cette belle aventure qui est l'accompagnement à la mise en place de revenu management au sein des petites structures, c'est qu'on est quasi absent. Le revenu management, malheureusement, est quasi absent dans l'ensemble des unités indépendantes. Maintenant, dans les chaînes hôtelières, nous avons des revenus managers. Maintenant, quelle est la dimension qu'ils donnent à leur poste? Ça, c'est une autre question. On reviendra sûrement après. On reviendra sûrement après. En tout cas, merci beaucoup, Zineb, pour ta réponse. Nous avons beaucoup parlé je dirais, des outils qui sont applicables à l'hôtellerie. Et je crois qu'il est temps de s'adresser à Mohamed pour avoir une idée encore plus claire sur déjà la situation actuelle, parce qu'on a parlé juste d'un état des lieux qui était même avant crise, pour voir est-ce qu'on était déjà prêt pour conquérir encore d'autres marchés d'un point de vue marketing et d'un point de vue revenu management. Mais là, on passe à la situation en tant que telle, situation en période de crise. Mohamed, ma question serait que comment avez-vous vécu et en train toujours de vivre, bien sûr, cette période Covid, côté organisationnel, c'est-à-dire côté organisationnel RH, les mesures sanitaires, le business tout court, est-ce que ça chiffre pas? Et une autre question, c'est que comment vous agissez, après avoir répondu à la première question, la question qui me tracasse surtout, c'est comment vous agissez face à cette incertitude qui est devenue maintenant, on va dire, dominante, et surtout ces décisions de fermeture brusque, que ce soit
de l'hôtel lui-même ou bien des frontières? Je sais que c'est deux questions qui sont consistantes, mais j'aimerais bien qu'on va mollo parce que c'est la réalité, c'est l'actualité qui est en train de, on va dire, de dominer actuellement. Mohamed? Tout à fait. Bon, alors, tout d'abord, il faut le rappeler, cette période est sans commune mesure avec les précédentes crises qu'a connues le tourisme au Maroc. Donc, on ne peut pas, en effet, comparer cette période, cette crise plutôt qui dure dans le temps avec la crise des deux guerres du Golfe, ou là encore celle liée au contexte de 2011, avec les printemps arabes et le terrorisme de Daesh. Donc, à chaque fois que nous croyons, durant cette période, voir le bout du tunnel, la situation se dégrade et un nouveau variant émerge, ce qui se répercute automatiquement sur notre taux d'occupation. Donc, je vous mentirais en disant qu'il y a un professionnel du secteur qui maîtrise la situation à 100%. Ça n'existe pas. On ne fait que naviguer à vue et limiter la casse, donc en faisant une compression drastique des charges. Donc, je vous donne un exemple. Si vous avez un hôtel, par exemple, de 5 étages, que vous avez un taux d'occupation qui tourne de 10 à 15%, on va dire, vous fermez 3 ou 4 étages. Donc, vous vendez de préférence le rez-de-chaussée. Ça va vous faire des économies pour l'ascenseur. Il y aura une diminution importante des charges en eau et électricité. Donc, en cette période de crise, honnêtement, chaque dirham compte. Côté organisationnel, donc certaines entreprises du secteur ont fait baisser durant un certain temps le salaire de leurs collaborateurs, donc de 25, 50, voire même 75%. D'autres ont carrément procédé à des licenciements économiques, donc on veut la conjoncture loufoque que l'on vit. Par rapport aux mesures sanitaires, nous sommes bien entendu contraints d'appliquer à la lettre les recommandations, ou plutôt les injonctions émises par les autorités du pays. Toutefois, certaines nous font perdre du business. À titre d'exemple, pour le restaurant-bar de l'hôtel, nous avons perdu, à titre personnel, une grande partie de notre clientèle jeune qui n'avait pas le pass sanitaire. Vous m'avez demandé aussi comment on agit face à l'incertitude et les décisions de fermeture brusque. D'ailleurs, à ce propos, pas plus tard que la décision d'hier qui est de reporter les ouvertures des frontières aériennes et maritimes pour au moins 2 autres semaines, ça a été reçu comme une douche froide par tous les professionnels du secteur. On avait l'intime conviction que nous pouvions rebondir là actuellement en ces périodes de fête, mais nous avons encore une fois été déçus. La déception est d'autant plus grande qu'il y a une incompréhension quant à ce genre de décision. Donc, le genre de décision, on n'arrive pas à les comprendre. Il n'y a personne qui communique au sein du gouvernement. Est-ce qu'on est plus intelligent que de grandes puissances comme les États-Unis qui, Mohamed, sur ce point, est-ce que, par exemple, la fermeture des frontières, ça va stopper, bien sûr, les touristes qui vont venir, mais est-ce que l'hôtel ne peut pas, on va dire, capitaliser sur les fonctions connexes ou les métiers connexes, à savoir, comme tu as dit tout à l'heure, la restauration, l'événementiel, le retail peut-être, c'est-à-dire le spa, tout ce qui est loisirs. Est-ce que l'hôtel ne peut pas compenser un petit peu avec on va dire, la clientèle locale et de diversifier un petit peu les activités le temps que ça passe? Alors, au fait, oui, bien sûr, l'hôtel, il peut capitaliser sur beaucoup de choses. Il faudrait savoir, il faudrait comprendre une chose, c'est que là maintenant, en fermant brusquement les frontières, on est en train de rendre un service énorme à des destinations touristiques concurrentes. Oui. Exactement, à l'instar de l'Égypte, la Tunisie ou la Turquie, par exemple. Comment voulez-vous qu'un citoyen européen vienne au Maroc, ou là, ne serait-ce qu'il planifie de venir au Maroc, alors qu'il y a de fortes chances qu'il reste coincé, bloqué au Maroc? Alors, la question que vous avez posée au tout début, c'était de comment on réagit, avec amertume et en espérant que le ministère de tutelle comprenne que ce secteur est au bord de la crise cardiaque. Comme l'a martelé récemment Sizumat, il faudrait un plan Marshall et d'urgence. Alors, par rapport au deuxième point, pardon de vous interrompre, donc vous avez dit, est-ce que l'hôtel il peut capitaliser sur autre chose? Oui. Il faut dire que nous n'avons pas trop le choix. Tout ce qui peut générer du chiffre d'affaires est bon à prendre, mais cela dit, cela est loin d'être suffisant. Donc, généralement, le plus grand chiffre d'affaires dans un hôtel
est générée au niveau de l'hébergement. Je dis bien généralement. La part du F&B est non négligeable, surtout si l'on dispose d'une licence d'alcool. Il ne faut pas se leurrer, l'alcool ramène du chiffre. Alors, il faudrait donc capitaliser sur tout ce dont dispose un hôtel, salle de séminaire, spa, restaurant, bar, etc., pour pouvoir continuer à survivre. Pas à vivre, mais à survivre en attendant des jours meilleurs. Nous devrons donc exact. Donc, nous devrons donc marketer le produit sur les réseaux sociaux, par exemple, et faire connaître ou rafraîchir la mémoire à ceux qui connaissaient déjà le produit et ce que nous proposons. Je crois que Assel, il pourrait nous éclaircir après sur ce point, je crois. Oui. Tout à fait. Alors, dernier point, il y a également les promotions que nous pouvons faire donc pour attirer un maximum de nationaux. À défaut des touristes étrangers, il faudrait drainer la clientèle nationale. Cela peut réussir dans des destinations touristiques comme Marrakech, un peu moins pour des destinations comme Kenitra, où c'est uniquement une destination business. Donc, le client national ne va pas se rendre à Kenitra. C'est plutôt les gens qui viennent à Kenitra, c'est uniquement business, notamment grâce à la zone franche de Kenitra. En fait, moi, je crois que, et je reviens à la phrase que tu avais dit tout à l'heure sur le fait que c'est presque impossible de trouver un professionnel qui peut nous dicter quoi faire réellement parce que c'est inédit comme crise. Mais moi, je crois toujours qu'il va y avoir toujours des décisions improvisées, mais qui sont fondées sur l'expérience et la sagesse pour pouvoir s'adapter convenablement avec les imprévus. En tout cas, je dirais que les décisions devront être une solution assez rapide, comme tu as dit, pour que la situation ne s'aggrave pas encore plus. Mais moi, d'après les quelques réactions des hôteliers que j'ai pu constater, réaction pas verbale, mais plutôt réaction-action, que j'ai pu constater, c'est qu'en période de crise, les hôteliers tendent à baisser le prix pour attirer la clientèle. Et c'est là où je pense à toi, Zineb, car l'application, on va dire, d'une stratégie RM ne repose pas forcément sur ce genre de décision. D'après ton expérience, par le temps de l'instauration d'un vrai système de RM, hypothèse basée sur l'historique des années précédentes. Aussi, est-ce que, j'ai toujours une question pour toi, je ne sais pas pourquoi, et est-ce que le RM peut être une solution efficace en période de crise? Ça, c'est la question la plus difficile, je crois, des deux questions. Écoute, je suis presque contente que tu aies posé cette question et je me suis un petit peu empêchée de ne pas réagir à l'intervention de M. Daoudi. Modération oblige. Parce que, tu sais quoi, je comprends que ce soit difficile. J'ai moi-même été hôtelière, j'ai vécu dans des hôtels, j'ai fait des chambres, j'ai débarrassé des plateaux, je sais ce que c'est que d'avoir des chambres complètement vides. Je sais ce que c'est qu'un PNL avec un chiffre d'affaires qui est très, très bas. Donc, en termes de marge, je sais que ça ne laisse absolument rien. Maintenant, il y a deux façons de voir les choses. Et on a le choix. Soit on se dit, la guerre se prépare en temps de paix. Et là, j'aimerais vous dire que c'est l'occasion de se positionner et de réfléchir au-delà du prix. Parce qu'effectivement, le revenu management peut avoir comme seul levier le pricing, mais pas que. Si on considère le revenu management dans son approche globale, on va aller sur l'expérience client, on va aller sur les services annexes. Moi, je connais des hôtels avec qui j'ai fait leur budget de l'année prochaine et on s'est mis d'accord. On a dit, vous savez quoi? On ne va pas considérer le marché international. Cette année, je veux faire mon budget que sur le marché local. Et quand je prends cette décision, je sais que je vais être coupée d'à peu près 30 points d'occupation. Non seulement ça, je vais aussi me concentrer d'un point de vue sales, marketing, distribution, expérience client sur le marché local. Je vous donne un simple petit exemple. Je suis en train d'accompagner un hôtel. On a créé toute une histoire à propos de shfinj. Je vous parle de shfinj, ça fait partie de la gastronomie marocaine. Mais il va décliner shfinj, et là, M. Assel en parlera un peu plus que moi, il va décliner shfinj
Je parle du beignet marocain, excusez-moi pour la dialectique. Le beignet marocain dans toute sa splendeur. Moi, aujourd'hui, marocain, je vais aller travailler à Rabat, à Kenitra. Si vous me dites que je suis le seul hôtel de Kenitra où vous pouvez manger la meilleure chinja accompagnée du meilleur thé à la menthe, je pense que le prix de ma chambre n'est pas mon seul argument. Mon seul argument est au-delà de mon prix et au-delà de la promotion. Arrêtons de croire que le simple fait de baisser les prix peut créer de la demande. Loin de là, parce qu'il y a un marché qui n'est pas du tout élastique. L'élasticité de la demande ne dépend pas seulement du prix. Et aujourd'hui, on a tous quelque part frôlé la mort à cause du Covid. Nous-mêmes, quelqu'un de notre famille, dans notre entourage. Donc, la manière avec laquelle on voyage, elle a beaucoup changé. On est plus à la quête de sens. On cherche des expériences plus authentiques, plus humaines, qui donnent du sens, qui nous laissent des souvenirs. Donc, continuez à faire de l'hôtellerie classique en vendant des chambres et des lits. Je ne pense pas que cela puisse être une solution à la situation inédite dans laquelle on se trouve. Et encore moins le fait de baisser ses prix. Parce que la demande, elle est la même. Effectivement, nous sommes plusieurs dans un marché. Il y a une forme de compétition. Et si nous tous, on décide de baisser nos prix, je pense qu'on va continuer à tirer tous vers le bas. La seule chose qu'on va réussir à faire, c'est de baisser le prix de toute une destination. Et si Agadir fait pareil, Marrakech fait pareil, Casa fait pareil, Marrakech fait pareil, ben, tout le Maroc va se retrouver avec des prix moyens, aura des pâquerettes. Donc, je sais que c'est compliqué de résister d'un point de vue financier, mais je sais qu'il y a d'autres solutions de contournement que moi-même, je suis en train de tester dans des unités hôtelières qui marchent. En dehors Je crois, Zineb, c'est la raison pour laquelle on dit souvent que le RM, son application diffère d'une ville à une autre. C'est parce que je crois que le process, ce n'est pas que les prix, ce n'est pas que l'historique, mais c'est plutôt tout le process de A à Z, même dans la fixation du produit qu'on va véhiculer ou bien commercialiser. Absolument. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon intervention par dire qu'aujourd'hui, je ne perçois pas le revenu management comme étant une manipulation structurée de classe tarifaire. Je perçois le revenu management comme une offre globale et une culture. Le jour où l'ensemble des collaborateurs vont s'asseoir pour repenser l'offre hôtelière, là, on va être sur de la génération de chiffre d'affaires. Parfois, le revenu management peut être perçu comme étant une problématique de riche, parce que souvent, oui, on augmente nos prix quand ça va et donc on fait de l'optimisation, on fait de la maximisation. Mais quand il n'y a pas de demande, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on crée des espaces de coworking, on réfléchit autrement. Au lieu de faire une promotion, je dis que maintenant c'est l'hiver, c'est la fin d'année, on peut parler de la magie des fêtes à Rabat. Rabat, c'est une super ville. Maintenant, Kenitra, il va falloir... Il y a un peu de marketing territorial et un peu de réflexion. Comment rendre Kenitra sexy? Je suis désolée d'utiliser des mots très terre-à-terre, mais donnez-moi envie de venir passer un week-end à Kenitra. Et même le monsieur qui vient à la zone franche pour travailler, il pourrait totalement penser à aller faire un tour à Rabat Mamoura et ramasser le blot. On a tous fait ça quand on était gamin. Et moi, j'en garde un super souvenir. C'est quelque part repenser l'expérience client tout en maintenant une gouvernance tarifaire. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais du moins… Concrètement, Zineb, parce que là, je comprends de par ta réponse qu'effectivement, le RM, il peut être une solution efficace en période de crise. Mais si on a à splitter ce process, que serait l'étape phare, 4 ou 5 étapes phares à mener par un hôtelier pour pouvoir capitaliser sur le RM et essayer de contourner la crise? Alors déjà, pour commencer, en période de crise, je le dis à tous les hôteliers à chaque fois que j'ai l'occasion de les rencontrer, c'est l'occasion de regarder votre segmentation. Tiens, c'est l'occasion de regarder votre data quality parce que c'est first step of revenue management. Comment, que saisissent vos agents de réception quand ils font un check-in?
qui mettent le bon segment. Parce que faire une réflexion sur une stratégie commerciale, ça commence d'abord par voir son historique. Est-ce que mon historique est accurate? Est-ce que ça correspond à la réalité? Et comme l'hôtel ne trouve pas des taux d'occupation très élevés, j'aurais suggéré aux hôteliers, en tout cas c'est ce que je suggère en ce moment à tout le monde, c'est de prendre le temps de changer sa segmentation, de la rendre accurate à une segmentation internationale, notamment la segmentation USALI. USALI, c'est Uniform System of Accounting and Lodging Industries. C'est de prendre le temps de mettre en place une segmentation accurate à une norme internationale. Premier point. Une fois que j'ai fait ça, je m'assure au moins d'avoir un historique qui tient la route. Ensuite, je peux attaquer mes nationalités. Il est juste anormal de créer une stratégie commerciale et revenus si je ne connais pas mes pays émetteurs. Assez tout à l'heure, il va vous parler de comment paramétrer une campagne digitale sur Facebook. Si vous connaissez... Tu as prévu de faire ça? Oui, non? Si vous voulez. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Je suis obligé. Si vous ne connaissez pas vos pays émetteurs, si vous ne connaissez pas votre moyenne d'âge, si vous ne connaissez pas votre client, je crois que c'est compliqué de le faire. Ensuite, troisième point, et qui est aussi extrêmement important, c'est le Cardex client. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire plaisir à ses clients. On a 10 clients dans l'hôtel, on ne sait pas leur faire plaisir. On a 10 clients dans l'hôtel, ils nous laissent une note inférieure à 6 ou à 5 sur Booking.com. Si vous avez un revenu manager derrière l'ordinateur qui fait un tableau Excel et que votre note Booking.com est inférieure à 7, j'ai juste envie de vous dire arrêtez de faire du revenu management et faites du client à la place. Parce qu'avec une note inférieure à 7, vous ne ferez pas de chiffre d'affaires. Et avec une note inférieure à 7, tout ce que vous réussirez à faire, partons sur la base et l'hypothèse que c'est un vrai 7 ou bien 5. Alors, pour Booking.com, je crois que c'est l'un des les plus crédibles. Oui, les plus crédibles parce qu'il y a une réservation qui est faite, même si bon, on est entre nous. Je sais que les hôteliers font des petites choses pour remédier à ça. Mais bon, c'est pas l'objectif de ce webinaire. C'est pour dire que travaillez sur votre e-réputation. Travaillez sur votre site web direct pour arrêter de payer autant de commissions. Il y a plusieurs solutions. On reste sur connotation et réputation. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire, Zineb, mais je préfère, puisqu'on a atteint la réputation, on est un petit peu en train de parler de l'aspect digital de la chose. Moi, personnellement, je crois fortement et beaucoup que le digital est l'une des sorties de secours que peuvent emprunter actuellement les hôteliers pendant cette période. Et d'ailleurs, ils peuvent vendre dessus tout ce qui est fonction connexe, comme j'ai dit. Le télétravail ou bien l'espace coworking est une idée que je dirais très applicable actuellement, surtout que les personnes qui travaillent toujours en télétravail, ils en marrent un petit peu de leur maison, ils peuvent sortir, ils peuvent chercher de nouveaux endroits et les hôteliers peuvent être ce nouveau endroit. Maintenant, la crise sanitaire, elle a accéléré la transformation digitale de la majorité des entreprises à travers le monde, quel que soit leur style, quel que soit leur secteur d'activité. La question que j'aimerais poser à Assel, est-ce que les entreprises hôtelières font-elles l'exception ou pas? Parce que là, on a parlé tout à l'heure de avant-crise, mais là, en période de crise, est-ce que les entreprises hôtelières s'inscrivent dans cette démarche ou pas? Ouais, bonne question qui est dans la continuité de ce que disait Zineb, qui était très, très pertinent. Alors, oui, effectivement, encore une fois, moi, je distingue aussi les marchés parce qu'on a la chance d'être confronté à des hôtels un peu partout dans le monde et de voir comment un peu chaque marché réagit. Effectivement, étant donné qu'on était en période de crise, il y a beaucoup d'hôteliers qui avaient beaucoup de temps disponible. Étant donné qu'il n'y a pas d'activité, que c'était la crise, etc., les gens avaient du temps. Comme ils avaient du temps, les plus, j'ai envie de dire, les plus intelligents en ont profité pour essayer d'être curieux et d'aller chercher et trouver des solutions pour s'améliorer, au lieu de bien sûr s'apitoyer sur son sort, etc. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a vu effectivement une accélération des demandes. Chez nous, on a reçu énormément de demandes, de formulaires contacts, des personnes qui étaient intéressées. OK, comment ça marche? Qu'est-ce que vous proposez?
pendant la période de crise parce que justement, ils étaient curieux, ils ont compris qu'ils devaient trouver des solutions. Et ils devaient se mettre à jour, surtout. Parce que le digital, oui, effectivement, il y a plein d'hôtels qui ne sont pas à jour et qui laissent ça un peu de côté. Et pour revenir à ce que disait Zineb, je trouve que c'est effectivement une bonne attitude à avoir, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est très différent. Et bien sûr, c'est très dur pour les hôteliers. Et Mohamed, vous avez tout notre soutien. Vous êtes en plein dedans dans la gestion et vous prenez, vous subissez en direct toutes ces nouvelles décisions, etc. Et la réalité, c'est qu'on peut essayer de vous aider. L'aspect digital, on vient en support, mais on n'a clairement pas, c'est clairement pas la solution finale qui va tout régler. On peut essayer de sauver les meubles, d'essayer d'atténuer un peu les coûts, etc. Quelles étaient les solutions que vous avez apportées aux hôteliers pendant la période de crise? Alors, déjà, la flexibilité. Et encore pour rejoindre ce que disait Zineb, un hôtel aujourd'hui doit être flexible dans son offre, dans son approche, dans comment il veut remplir son hôtel. C'est-à-dire que c'est plus du traditionnel, on attend juste que les clients arrivent, ceux d'habitude. Aujourd'hui, étant donné qu'on a des frontières qui ouvrent, d'autres qui ferment, on a du local, on a ci, on a ça, il faut que l'offre, donc revenu, mais aussi marketing, et pour moi, ça se rejoint énormément, de plus en plus aujourd'hui, eh ben, il faut trouver des solutions dans ce sens-là, adaptées au marché que l'on veut viser et qui font sens à une période donnée. Et tout en ayant une flexibilité. Il faut avoir une machine qui soit prête à rebondir, à aller s'adresser maintenant à ces personnes, s'adresser aux Espagnols. Non, maintenant, maintenant on s'adresse aux Marocains. Et il faut donc une réflexion, une mise en place d'une action. L'histoire des beignets est très bonne, mais ça peut être n'importe quelle autre idée. Et il faut les outils digitaux pour les appliquer. Nous, on donne par exemple la possibilité aux hôtels, même pas une minute, en 30 secondes, d'afficher des messages personnalisés ou des offres personnalisées à différents marchés, sur différentes périodes ou en même temps. C'est-à-dire, on peut arriver au même moment, j'ai envie d'afficher ça, ce message à tous ceux qui se connectent de Casa, par exemple. Je vais afficher ce message à tous ceux qui font une recherche depuis Paris. Et ceux-là, je veux les emmener vers cette chambre-là. Ceux-là, j'ai envie de les rediriger vers le spa. Voilà mon offre spa. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité de très réactif, très flexible et de personnaliser. Parce que bien sûr, là maintenant, on parle de personnalisation. On ne peut pas avoir une offre globale. Il faut que chaque marché, chaque type de clientèle sente qu'elle reçoit un message qui lui est personnalisé, sente qu'on est exactement en train de s'adresser à elle parce que on a un peu anticipé son besoin ou bien on l'a inspiré à venir justement rester chez nous. Comme tu as dit, les temps sont durs maintenant pour les hôteliers. Et, hyper dur. Hyper dur. Et sûrement, là, les hôteliers, ils pensent même en termes de coûts, parce que je sais que c'est ce genre de solution, quelque part, quelque chose. On s'en fout quelque part de combien ça coûte maintenant. Mais est-ce que, mis à part le coût, est-ce que les hôteliers ont été un petit peu réceptifs par rapport à ces solutions proposées? Alors, malheureusement, j'ai constaté un petit manque de proactivité et de curiosité au Maroc. Et pour être tout à fait honnête avec vous, on n'a quasiment pas travaillé avec les hôtels au Maroc pendant la crise. Et c'est malheureux parce qu'on est start-up et marocaine. Et on se retrouve à aider des hôtels en UK, en France, en Italie. Et je me dis, mais pourquoi? Mais moi, je suis disponible. Et on a même préparé une offre avantageuse pour le Maroc, où ce n'est pas une offre, c'était gratuit. Juste utilisez l'outil. On est là, on vous accompagne. Et les gens n'étaient pas forcément proactifs et assez curieux. Et c'est malheureux. Donc, aujourd'hui, la problématique budget, on la connaît. Et c'est pour ça que, bien sûr, les solutions comme la nôtre, les startups qui viennent un peu aider sur la partie digitale et tech, elles le comprennent. Et comme nous, on a en plus ce côté nationaliste et on est d'ici, bien sûr qu'on va tout faire pour essayer de contribuer à la relance du secteur dans notre pays. Et du coup, on a ce qu'on propose, des free trials, des tests gratuits, où pendant plusieurs mois, ils peuvent tester, voir un peu l'impact, etc. Déjà commencer à recevoir des benefits et après décider ensemble de combien ça peut coûter. Mais c'est une logique d'investissement aussi, c'est-à-dire qu'on est là pour aussi faire gagner plus d'argent à l'hôtel. Donc, non, ce que je constate, c'est que oui, il y a une accélération
il y a eu de plus en plus d'hôteliers qui se sont intéressés à ça, c'est tant mieux, parce que de toute façon, on était obligé de travailler en ligne et tout se faisait en ligne. Mais ça peine à démarrer. OK. Donc, Mohamed, parce que là, on est en train de parler de quelques outils stratégiques. Est-ce que vous pensez que ces outils qui viennent d'être présentés, vous, en tant qu'hôtelier, ces outils qui ont été présentés, que ce soit par Zineb ou par Assel, jusqu'à quel point ils sont réalisables déjà? Et à votre avis, quels seront les aspects à prioriser pour une reprise déjà? Alors, la première des choses, je vais rebondir sur ce qu'a dit Zineb, donc par rapport au prix. C'est vrai que là, on ne peut pas tout miser sur le prix, d'autant plus que si on baisse nos prix à l'heure actuelle, lorsqu'il y aura la reprise, ça va être très difficile à remonter la pente. C'est-à-dire, je donne n'importe quoi, si on baisse le prix, on vend la chambre à 500 dirhams actuellement alors que l'hôtel est vide. Demain, après-demain, ça va être très difficile de vendre la même chambre, le même type de chambre à 800 ou 900 dirhams. Ça va être très difficile. Donc, côté prix, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de marge là-dessus. Deuxièmement, ce qui a lieu de souligner, c'est que la clientèle actuellement, elle est assez réduite. Je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas la ville, par exemple. J'ai cité Kenitra, mais je peux citer tellement d'autres villes business au Maroc. J'ai cité la ville de Kenitra parce que c'est une ville que je connais. Ça fait 5 ans que je suis directeur général ici, donc je connais très bien la ville. Malheureusement, comme a dit Zineb, ce n'est pas une ville, entre guillemets, sexy. Donc, pour la rendre sexy, ça va prendre des investissements monstres. Et moi, le premier, s'il n'y avait pas mon travail ici, malheureusement, je ne pense pas que je passerai un week-end ici ou que je viendrai en vacances à l'heure actuelle. Mais c'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Je comprends. L'idée qu'a dit Zineb, c'est pas de rendre toute la destination, mais plutôt l'entité hôtelière. Vendre une expérience. Effectivement. Alors, pour vendre l'expérience, il faudrait d'abord que le cadre s'y prête. Pas le cadre uniquement de l'hôtel, parce que vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, je n'ai pas envie de citer une ville, puis que je sois un petit peu, que je dérange une personne qui soit originaire de cette ville. On va prendre, allez, un petit patelin qui soit paumé. Combien même on crée un Royal Mansour à Marrakech comme celui de Marrakech dans ce patelin-là, ça va être difficile de drainer du monde dans cette destination. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est la destination en tant que telle qui devrait être marketée, non pas un hôtel en particulier. Donc, sur ce point-là, il y a beaucoup de travail à faire au niveau du ministère du Tourisme, au niveau du ministère de l'Intérieur, voire au-delà. Pour les outils informatiques, moi, je suis toujours preneur. De toute façon, je vais échanger tout à l'heure avec Assel par rapport à ce qu'il a dit. Et si cela peut m'aider, peut servir l'hôtel que je dirige ou bien le groupe hôtelier où je travaille, ben, ça serait avec grand plaisir. Et comme j'ai posé la question tout à l'heure, maintenant, moi, je pense toujours à post-crise parce que on est dedans maintenant, on espère juste que cette période finisse, mais est-ce qu'on est prêt pour la reprise? Parce que je peux partir même rien que sur un aspect qui est loin du RM et loin de tout ce qui est digital. Quand on parle du personnel de l'hôtel, il faudra savoir, c'est que le personnel de l'hôtel qui existait avant crise, c'est un personnel qui a quand même accumulé beaucoup d'années d'expérience. Il connaît très bien l'accueil client, il connaît très bien le relationnel, il connaît très bien le suivi, la satisfaction, blablabla. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé avec 2000 dirhams de la CNS6 si jamais elle passe. C'est-à-dire qu'il était contraint de quitter le secteur pour voir d'autres secteurs, pour pouvoir nourrir les bouches qu'il a chez lui. Donc, cette personne elle-même, qui touchait plus on va dire n'importe quoi, de 18 000 dirhams ou bien je ne sais pas combien par mois, se retrouve avec 2 000 dirhams qui ne va rien lui servir à rien, est parti voir autre métier.
lors de la reprise, cette personne à 80 000% ne va pas revenir parce qu'il a commencé une autre carrière. Il ne va pas jouer, surtout qu'il a des responsabilités familiales, il y a beaucoup de choses qui traitent, il ne va pas revenir. Donc, il va y avoir un grand gap en termes de personnel. C'est-à-dire, là, la majorité des hôteliers, ils sont en sous-effectif parce qu'ils n'ont pas de quoi payer, mis à part quelques-uns qui ont gardé quand même le staff. Mais lors de la reprise, il va y avoir un grand manque de personnel. Est-ce qu'on est prêt déjà pour la reprise en termes personnels? Maintenant, quand on parle du digital, on est en train de parler du fait, si on voit ce qu'a dit Assel, qui propose des solutions, il se retrouve avec une réactivité assez quasiment nulle et un système RM qui n'est pas aussi adapté. Est-ce qu'on ne se pose pas la question? Il faudra mieux que la crise dure un petit peu pour qu'on se prépare. C'est-à-dire là, est-ce que la reprise va être aussi évidente que ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on dépend que de cette ouverture de frontières et ça y est, le problème il est résolu, qu'il n'y a pas de Covid et le problème il est résolu? Ou est-ce que ça doit démarrer de chez nous? C'est ça, c'est chez nous, quand j'ai dit nous, c'est-à-dire les hôteliers et toutes les personnes qui opèrent dans le tourisme. Est-ce que ça doit démarrer de chez nous ou bien c'est juste question d'ouverture de frontières? Ça de un. De deux, si jamais on compte assurer cette reprise, quelles sont les priorités pour vous en tant qu'hôtelier? Alors, tout d'abord, la première question est de savoir par rapport au personnel qui a dû quitter. C'est vrai que j'en connais plusieurs, des directeurs généraux même d'hôtels, de très grandes chaînes hôtelières au Maroc. Et avec une grande expérience et maîtrise surtout, c'est ça? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Malheureusement, qui ont été remerciés du jour au lendemain, crise oblige. Bon, chacun prêche sa paroisse. Moi, par rapport au groupe hôtelier où je travaille, heureusement, il n'y a pas eu ce genre de cas. C'est vrai qu'il y a eu quelques réductions de salaire. Le personnel a compris, tout le monde a adhéré. Donc, il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Mais en gros, au Maroc, c'est vrai que lorsqu'il y aura une reprise, on aura un problème pour recruter du monde. Déjà que la confiance, elle a été perdue malheureusement dans le secteur. Moi, j'ai eu un directeur d'un établissement hôtelier qui m'a dit que voilà, je ne sais pas si c'est le cas à Ostelia ou pas, mais qui m'a dit que voilà, certains étudiants avaient peur d'intégrer le tourisme parce que c'est un secteur fragile. Malheureusement, lorsqu'un secteur renvoie ce genre d'image, c'est vrai que c'est jamais bon signe. Moi, ce que je peux dire, c'est que… on compte sur nos étudiants pour la reprise, en tout cas. Exact. Non, mais moi, ce que je peux dire à tous ces étudiants qui nous écoutent là actuellement, au contraire, là actuellement, le tourisme est au plus bas. On ne peut que rebondir. Ça va, la reprise va venir. Si ça ne vient pas dans un mois, ça va l'être dans 5-6 mois. De toute façon, la reprise, elle sera là. Et le Maroc, en tant que pays, ne peut pas se passer du tourisme. Il y aura certainement un plan qui va être adopté pour nous accompagner parce que nous, qui sommes sur le terrain, c'est vrai qu'on a vécu une catastrophe. Puis même le terme catastrophe, c'est peu de le dire. On n'a pas été préparé. Moi, je parle par rapport à mon hôtel. C'est un hôtel qui faisait du 85% de taux d'occupation annuelle. C'est un hôtel qui était tout le temps plein. Puis du jour au lendemain, on se retrouve avec 5-6 chambres et voire même 0 chambre des fois. Et donc, du coup, ça a été vraiment un cauchemar qui a été vécu par moi et par toute l'équipe ici présente. La reprise, heureusement, on n'a pas chômé. J'ai profité de cette période pour que je reçoive des formations et que je fasse des formations pour mes équipes. Donc, on a appris de nouvelles choses. Puis, je pense que tout le monde est prêt. On attend à ce que les frontières réouvrent puis qu'on reçoive encore une fois du monde. Je vais poser une question à vous tous, comme ça on peut clôturer le débat. Je sais que pas mal de personnes ils sont restées sur leur faim parce qu'il y a pas mal de choses à débattre, mais vu qu'on a un temps précis à respecter, d'après chacun de vous, quelle est la meilleure, on va dire,
on va revenir un petit peu au titre. Quelle est la meilleure, si on veut résumer, quelle est la meilleure stratégie à adopter par les hôteliers pour contrecarrer les effets de la crise? Que ce soit pour un hôtelier, c'est-à-dire là, on s'adresse directement aux hôteliers, on est en train de les conseiller, si on peut dire ça, pour contrecarrer un petit peu l'effet de la crise. Galanterie oblige? OK, j'accepte volontiers. En fait, plus on parlait des collaborateurs, plus on parlait de la difficulté aujourd'hui de garder ses salariés. Je comprends tout à fait. Et plus ça m'amène aussi à penser à tous ces jeunes. Et d'ailleurs, je leur fais un grand bonjour, ceux que j'encadre et que j'enseigne au niveau d'Ostéléa. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas les regarder et de me dire que ce sont eux qui vont faire l'hôtellerie de demain. Et au fond de moi, j'espère secrètement qu'ils vont tous être insérés au niveau de l'hôtellerie. Parce que, ce sont des jeunes incroyables, mais la problématique, elle est ailleurs, dans le sens où aujourd'hui, l'attractivité du secteur hôtelier pour un jeune diplômé, elle n'est pas forcément là. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie d'aller travailler dans un hôtel, ou alors du moins on n'est pas très fier de dire que j'ai quitté l'hôtel, j'ai quitté l'école, je suis fraîchement diplômée, super, j'ai travaillé dans un hôtel. Et je pense que ça, c'est notre responsabilité à tous de rendre le secteur attractif par deux façons de faire. Ceux qui sont des leaders dans leurs hôtels. Le problème du leadership, c'est qu'on a une responsabilité énorme. Vous savez laquelle? C'est celle de donner l'exemple. Et quand je veux faire en sorte de garder mes collaborateurs, ils doivent avoir envie. Je dois leur donner envie. Et pour donner envie, il faut donner du sens. Je ne peux pas garder des diplômés, des personnes qualifiées, pétillantes, excitantes, qui font de l'expérience client, si moi-même je suis grincheux à longueur de journée, ce n'est pas possible. Je ne peux pas les laisser opérer dans un secteur ou dans un univers à connotation de service si je n'ai aucun moyen de mesurer ou de scorer ma qualité de service. Ce n'est pas possible. Donc, quelque part, vous savez, l'hôtellerie, c'est une industrie. Notre fédération s'appelle la Fédération nationale de l'industrie hôtelière. C'est une industrie. Je ne sais pas vous, mais moi, avant de rentrer dans le secteur, pour moi, un hôtel, c'était une réception et des chambres. Je ne me suis jamais doutée de toute l'industrie derrière avant d'y mettre les pieds. Et ça, encore une fois, c'est notre rôle. Donc, pour revenir, rétablir l'attractivité du secteur, et c'est le rôle du management, c'est le type de management que nous faisons au sein de nos hôtels. Deuxièmement, rétablir la confiance, parce que vous savez, ces collaborateurs, ça fait 18 mois qu'ils sont chez eux, ça fait 18 mois qu'ils ont perdu confiance, ils sont passés par des moments difficiles. Nous avons des couples qui travaillent dans des hôtels et ça a été une vraie catastrophe familiale. Il y en a qui étaient cuisiniers et qui maintenant sont chauffeurs de taxi. Et je ne vois pas comment est-ce qu'on peut réouvrir un hôtel ou refaire de la qualité si on ne rentre pas dans ce grand concept qui s'appelle la formation. Nous ne pouvons pas ouvrir un hôtel ou réouvrir un hôtel sans reformer les collaborateurs. Je ne sais pas vous tous, mais moi, je pars en vacances 2 semaines, j'ai oublié le mot de passe de mon ordinateur. Eux, ça fait 2 ans qu'ils sont chez eux. Même les réflexes ne sont plus là. Comment? Même les réflexes ne sont plus là. Oui, il y a clairement une déperdition des réflexes. Et là, on l'a constaté. Prenez une bonne partie des hôtels, leurs notes sur Booking.com depuis l'été dernier à maintenant, ils ont tous perdu un petit quelque chose sur leurs notes, où ils ont eu des commentaires clients négatifs. On s'est pris l'été en plein dans le visage, si je peux dire ça comme ça, et on n'était pas du tout préparé. Donc, ça répond un petit peu à ta question précédente ou à ton interrogation. Tu as dit quelque chose qui m'a fait rire secrètement. J'aurais aimé que cette crise dure un peu plus longtemps parce que je ne pense pas que l'on soit prêt. Et c'est tout à fait pour ça que j'ai dit la guerre se prépare en temps de paix.
C'est maintenant que nous devons revoir nos standards opérationnels, revoir nos stratégies tarifaires, revoir notre offre marketing, recruter, former. Je sais que financièrement, c'est compliqué, mais c'est le seul moyen de se préparer à une réouverture en bonne et due forme. Et c'est le seul moyen de se positionner correctement sur le marché local. Parce que je peux vous assurer une chose, le client marocain est extrêmement exigeant. Un, parce qu'il a voyagé à l'étranger, et donc il sait ce qui se passe dans les autres hôtels. Et deux, parce qu'on reste quand même une destination chère. Donc, dans les deux cas, nous devons travailler sur nos collaborateurs, sur la formation, sur l'offre tarifaire, réfléchir un peu out of the box à toutes les solutions possibles et imaginables, que ce soit d'un point de vue marketing, expérience client, à ce que j'offre au sein de mon hôtel. Je vous ai dit, arrêtons de faire de l'hôtellerie classique, de l'hôtellerie 1.0. Et puis ça, c'est cadeau. Si dans votre photothèque, vous avez la photo des... Vous connaissez les serviettes là en forme de cygne ou de canard pour la nuit de noces? Cette photo-là, elle est destructrice de valeur. Le couple marocain, il ne veut plus voir cette photo sur vos pages Facebook et Internet. Et vous mettez le prix que vous voulez, personne ne viendra dans ce type d'hôtel. C'est juste pour vous dire que réfléchir, faisons un peu l'hôtellerie 2.0. Et là, il y a aussi un autre volet qui est extrêmement important, qui est le système d'information. Un PMS qui peut être connecté two ways avec un channel manager, c'est important. Préparez-vous d'un point de vue technologique. Tant que vos hôtels ne tournent pas à des taux d'occupation énormes. Si votre PMS est un peu obsolète, peut-être que c'est le moment de réfléchir à acheter un autre. Je sais que dès que je dis le mot acheter financièrement, ça dérange, mais pensez-y. Un site web qui marche et qui, il a dit tout à l'heure, c'est le Bookable. Donc, quand vous envoyez une newsletter, s'il vous plaît, arrêtez de mettre contacter l'hôtel par téléphone parce que ça ne sert à rien. Mettez un call to action pour réserver directement. Enfin, il y a plein de façons de faire. Mais surtout, concentrez-vous sur vos collaborateurs parce que happy employees makes happy guests. Et je vais finir comme ça. Merci beaucoup, Zinab. Asel? Oui, ben, je pense qu'elle a dit un peu l'essentiel. Et juste pour compléter, moi, je parlerai aussi d'attitude, effectivement, pour se relever de cette crise et aller chercher du résultat et de la performance. Il faut avoir une attitude humble, curieuse, proactive. Et il faut exécuter. C'est-à-dire qu'il faut... il y a plusieurs départements à revoir, que ce soit du marketing, du revenu, que ce soit de l'opérationnel, que ce soit de manière globale sur l'hôtel, sur la formation, comme a dit Zineb. Il y a énormément de choses à faire. Et ben, je pense que c'est le moment juste d'essayer de faire un peu mieux dans chaque département et d'aller justement corriger tout ce qu'on n'a pas eu le temps de corriger. Comme ça, non seulement on sera prêt pour la sortie de crise, mais aussi prêt pour maintenant. C'est-à-dire déjà essayer de capter un peu plus de business maintenant. Je pense que c'est compliqué d'aller chercher 100% maintenant. On sait que c'est compliqué, il y a des choses, il n'y a pas le choix. Mais on peut limiter la casse et on peut surtout être encore plus prêt pour la suite. Pour moi, donc, c'est juste une attitude. Et après, dans le détail, oui, il y a tellement de choses à revoir, le digital, les campagnes, le site Internet, et plein de choses qui ne coûtent pas très cher. Hein. C'est-à-dire c'est souvent des petites choses à corriger, des choses à revoir qui ne sont pas forcément des gros budgets, mais une structure globale à mettre en place pour que le tout soit fluide, que l'expérience autant digitale qu'à l'hôtel soit positive et fluide et facile et easy comme ça peut être à l'étranger. Et j'invite, pour finir, j'invite les professionnels à s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, ou bien de ce qui se fait de mieux, soit au sein des grosses chaînes, soit au sein des indépendants qui fonctionnent le mieux. C'est le moment d'aller chercher de l'inspiration, de l'originalité, faire les choses un peu différentes et pour proposer quelque chose qui va fonctionner. Mais encore une fois, tout mon soutien à tous les hôteliers. Nous, on est en contact avec des
avec tous les jours. On sait à quel point c'est dur et on est là pour vraiment pour aider, pour soutenir. Et si on peut apporter quelque chose, eh ben on est présent. Merci beaucoup, Assel. Mohamed? Bon, alors actuellement, pour contrer les effets de la crise, donc comme mentionné précédemment, c'est d'abord et avant tout de minimiser les charges au maximum sans pour autant toucher à la qualité. Ça, c'est un point qui est très important. Alors ensuite, il faut être audacieux et aller chercher du business là où il y en a avec les nationaux, au niveau de la restauration, au niveau des séminaires, des spas, etc. Donc le but étant de pouvoir couvrir ces charges en attendant la reprise, bien entendu. Certains de mes confrères font l'erreur de baisser les bras en réduisant par exemple un nombre exagéré d'employés ou en lésinant sur les produits d'entretien par exemple. Et cela, en plus d'être contre-productif et assez court-termiste, ça nuit à l'image de l'hôtel. Lorsque la reprise sera là, il va être très difficile de remonter la pente et de faire changer l'image d'un produit de piètre qualité. Dans notre métier, ça a été évoqué, nous avons tous actuellement un partenaire encombrant des fois qui s'appelle Booking. Pas que, il y a TripAdvisor, Expedia, etc., où le client laisse des commentaires. Mais pour le cas de Booking et Expedia notamment, ce sont des commentaires de clients qui ont effectivement résidé à l'hôtel, d'où leur degré d'influence chez nos clients potentiels. Si nous n'offrons pas un service de qualité, même durant cette crise, il en va de notre réputation pour des mois, voire des années. Enfin, j'aimerais juste rajouter un dernier point. Nous avons beaucoup misé sur le tourisme interne. En effet, nous avons réussi tant bien que mal jusque-là à faire du chiffre grâce aux nationaux. À nous de les remercier en les intégrant de façon permanente dans nos différentes approches commerciales et marketing dans le futur. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y aura la reprise de l'espace aérien et maritime, il ne faudrait surtout pas oublier le tourisme interne qui prend de plus en plus d'ampleur au Maroc. Effectivement, c'est une résolution que normalement presque tous les hôteliers marocains devront s'inscrire. Tout à fait. Je vous remercie énormément pour les éclaircissements et les réponses que vous avez avancées par rapport aux questions. On passera rapidement à la session questions-réponses. On a déjà 2 questions qui sont en suspens depuis tout à l'heure, mais on n'ajoutera que 2 autres au maximum parce que là, on a déjà dépassé le temps qui a été alloué. Alors, la première question, que je crois à laquelle on a déjà répondu, mais on peut apporter un peu d'éclaircissement, surtout au niveau, ça c'est une question plus destinée à Mohamed. La question c'est quels sont les effets négatifs basés sur l'annulation des vols aériens sur le secteur hôtelier. C'est surtout la question à laquelle on a répondu, mais vous pouvez apporter quelques ajouts si vous voulez, Mohamed. Exactement. Cette situation, elle est, on va dire, ubuesque. On ne s'y attendait pas du tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on s'attendait tous en tant que professionnels à ce qu'il y ait la reprise le dimanche. Je pense que ça devait reprendre. Là, actuellement, ça nous est tombé comme un coup de massue. On va devoir gérer encore durant 2 semaines. On espère que cette fois-ci, les 2 semaines ne vont pas être prolongées indéfiniment. Mais on va profiter de cette période de crise pour faire des formations encore une fois, pour essayer de ramener du business au niveau avec les nationaux, avec tout ce qui a trait à la restauration, au spa, au bar. Tout dépend de l'hôtel où on travaille. Ça va être plus simple. Alors, il y a une autre question qui est de Sophie Tel Marrakech, c'est un de ses teams. Bonjour, selon vous, peut-on augmenter le RPS? RPS, c'est, je crois, Reputation Performance Score, en faisant de l'économique avec du luxe. Car selon moi, qui dit flexibilité dans les prix, dit impact direct sur le type de notre clientèle. Je crois que c'est plus toi, là, Zineb. Oui, alors, c'est intéressant d'avoir une réflexion sur le RPS. Et ça m'a tout de suite fait tilt quand M. Daoudi a dit on réduit les coûts sans toucher à la qualité. Je peux vous dire que les hôtels qui arrivent à faire ça, c'est des as du taux de transformation. C'est des as de l'optimisation financière. Mais moi, j'ai du mal.
j'ai du mal à savoir comment on fait ça. Parce que c'est compliqué de ne pas toucher à la qualité quand on touche au coût. Bien sûr, il y a de l'optimisation à faire naturellement, mais le jour où j'enlève mon plateau de courtoisie parce que ça me coûte cher, ben, je touche directement à l'expérience client. Le jour où j'arrête d'accueillir mon client avec de la date et du lait parce que ça fait partie de la culture marocaine, je touche à l'expérience client. Le jour où je mets un seul collaborateur au niveau de la réception parce que et je fais un shift au milieu, je touche à la qualité, directement à la qualité. Donc, encore une fois, ce sont des choix. D'autant plus quand on vend cher. Donc, je comprends que le Sofitel Marrakech se pose cette question. Ce sont des hôtels qui sont vendus à des prix moyens et qui tournent à 2000, 2200 dirhams. Donc, ça devient extrêmement dangereux. C'est un jeu puéril, j'ai envie de dire, de toucher à la qualité quand on est sur ce type de prix. Mais s'il y a une chose, et si je peux me permettre, s'il y a une chose qu'on ne peut pas nous enlever, du moins sur la destination Maroc, c'est l'hospitalité marocaine. Quel que soit le pays où on va, et vraiment, j'essaie de ne pas tomber dans le folklore ou dans la folklorisation de la culture marocaine, mais l'hospitalité marocaine reste un atout majeur. Donc, peut-être que je vais réduire un peu les produits d'accueil, peut-être que le buffet du petit déjeuner va faire 2 mètres au lieu de 3 mètres. Mais si je continue à accueillir mon client de la même manière tous les matins au petit déjeuner et je lui demande comment il a passé sa nuit plutôt que de lui demander un numéro de chambre, je pense que je peux continuer à faire du RPS. C'est vraiment des petites choses. Et encore une fois, ça dépend des collaborateurs. Ça dépend dans quel état d'esprit ils sont quand ils prennent leur shift et qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire. Et si tous les matins, on fait un briefing matinal et on leur dit « Aujourd'hui, tu fais plaisir à tes clients en te faisant plaisir. » Donc, oui, du RPS, on en fera du RPS, mais encore faut-il qu'il faut se réveiller tôt pour faire du RPS. Question pour toi, Assel. On avait parlé tout à l'heure du canal de distribution digitale. Pour toi, mis à part un site web, que pourrait être le canal le plus, on va dire, influençant dans le domaine hôtelier? Est-ce qu'on part sur du Facebook? Est-ce qu'on part sur du Instagram? Qu'est-ce qu'on choisit réellement? Sur quoi on mise le plus? C'est une bonne question. C'est une bonne question et la réponse est forcément personnalisée en fonction de type d'établissement qu'on a en face et forcément aussi du budget et des challenges. Mais il y a plusieurs canaux qui peuvent être très efficaces et même avec un budget très limité. Il y a ce qu'on appelle des basiques à respecter et qui peuvent faire beaucoup de bien à l'hôtel, notamment avec dans la tentative d'équilibrer un peu les réservations face aux OTA pour essayer d'avoir plus de direct. Je parle tout simplement de ce qu'on appelle les campagnes sur Google, ce qu'on appelle le SEM, Google Ads, le fait d'apparaître au moins en premier quand une personne tape le mot-clé de l'hôtel. Donc ça, on est vraiment dans un seul mot-clé, peut-être même sur une destination ou deux, au lieu de perdre cette place-là et laisser en avant un Booking ou un Agoda ou un TripAdvisor. Donc ça, c'est des choses très simples qu'on peut faire avec un budget vraiment très bas parce qu'on va bider sur un seul mot-clé, sur des destinations bien précises. Et au moins, on s'assure d'avoir le clic et de rediriger les personnes vers son site plutôt que vers Booking ou Agoda. Parce qu'on sait que la personne cherchait cet hôtel de toutes les manières. Elle est prête à réserver. Donnez-lui un petit coup de main et on peut lui donner un coup de main et la remettre sur le site. Sachant que, je vais donner même une info encore plus précise, mais ça c'est vraiment du paramétrage de campagne, l'hôtel va payer le mot-clé moins cher que les OTA dans ce cas précis. C'est-à-dire que si pour Booking, ça coûte, je dirais n'importe quoi, 2 euros ou bien 2 dollars ou bien peu importe, 2 dirhams pour rediriger une personne qui a mis le mot-clé sur Google, OK, hôtel Sofitel Marrakech, pour l'hôtel Sofitel, la même personne va lui coûter 10 centimes. Ouais.
Pourquoi? Parce que Google met en avant l'hôtel, c'est-à-dire, bon, rentrer dans le détail, eh bien, il facilite l'hôtel, la redirection du trafic de Google sur l'hôtel parce que c'est ce que les gens recherchaient. Et ce n'est pas forcément Booking ou Agoda. Donc, il faut en profiter. Donc, ça, c'est un des moyens. Après, il y a plein d'autres choses. Il y a ce qu'on appelle des campagnes remarketing qui peuvent beaucoup aider, qui coûtent vraiment pas cher. C'est des impressions de bannières aux personnes qui sont déjà venues visiter votre site et qui n'ont pas fini par réserver, qui repartent après sur d'autres sites. On peut continuer à leur montrer des bannières avec des messages personnalisés. Être présent dans leur esprit. Exactement, pour rester présent dans leur esprit et pour les pousser à revenir sur le site avec un call to action bien précis pour revenir sur la page de réservation. C'est des petites choses comme ça un peu partout en fonction du budget, en fonction des besoins de l'hôtel. Il y a des campagnes qui peuvent être mises en place par des experts et qui sauront quoi prioriser et comment avoir le plus d'impact et être efficace. Tout le monde n'a pas le budget effectivement d'un grand groupe hôtelier ou d'un grand hôtel indépendant, mais même on accompagne même des tout petites structures qui n'ont pas tellement de moyens, mais qui au moins sont présents sur ces places-là. Merci beaucoup, Assel. Il nous reste une dernière question. La dernière. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je crois que c'est destiné à toi, Zineb, parce que c'est… Hand. Voilà. Je l'ai vu. Alors, tu as la question. Est-ce que tu peux répondre à cette dernière question? Oui, alors, comment faire face à la baisse des tarifs, surtout quand il s'agit de la destination et pas seulement du concept? Je comprends que c'est compliqué, surtout dans une destination comme Agadir, quand tout le monde se met à la baisse des prix. Et c'est pour ça que je vous assure, quel que soit le jour ou le moment où j'ai l'occasion de discuter avec les hôteliers, je leur dis, s'il vous plaît, résistez à la baisse des prix, parce que ce n'est pas ça qui va générer de la demande, mais concentrez-vous sur autre chose. Maintenant, Hand travaille pour une grande chaîne internationale qui est positionnée en luxury pour ne pas faire de la publicité pour personne. Et donc, je sais ce que la marque a à offrir. Et on ne peut pas détruire l'image de la marque en baissant le prix. Donc, la seule manière de faire, c'est de continuer à offrir de la qualité. Et les clients de ce type d'hôtel, ils sont très regardants sur l'offre de service. Donc, même si la destination, elle baisse ses prix, ça ne veut pas dire que moi, hôtelier qui fait dans du luxury, parce que là, on est clairement sur du luxury, je devrais suivre. Parce que ce qui va se passer, je vais te dire, tu vas baisser tes prix aussi, mais ils rebaisseront derrière. Et on rentrera dans une bataille des prix juste interminable. Ouais. Donc, la seule manière de contrer, et je ne le dirai pas assez, c'est de continuer à faire de la qualité, c'est créer du contenu, donner envie, être créatif. Voilà. Mais rentrer dans une guerre des prix interminable, ce n'est pas une solution. Merci beaucoup, Zineb. Et beaucoup, chers participants. Mohamed, merci beaucoup. Assel, je vous remercie énormément pour l'apport que vous avez fait. C'est toujours un énorme plaisir de vous voir tous ensemble. Je sais qu'on n'a pas trop l'occasion de se réunir. Et je vous dis à très, très bientôt, chers participants, dans une autre thématique avec des intervenants aussi intéressants que ceux d'aujourd'hui. Je vous remercie énormément et on se dit à très, très bientôt. Et très, très bon courage pour tous les hôteliers. Et tous les étudiants, ils devront toujours croire en ce secteur, comme je dis. Merci Oussama, c'était un plaisir. À très, très bientôt et au revoir. Merci Oussama. Merci à tous, au revoir. Bye. Merci tout le monde. Bye bye.